All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, merci. Nous allons poursuivre et redonner la parole à Maître Knops, pour qui il reste environ 15 minutes. Et puis ensuite, nous aurons une nouvelle série de questions de la part des juges, à la suite de quoi nous aurons les interventions finales des conseils. Nous avons ajouté une séance de 3 heures à 4 heures. Si elle est nécessaire. Mais vraiment, la guillotine ou le couperet de la guillotine tombera à 4 heures. Il faut absolument que nous arrêtions à cette heure-là et de toute façon, certains d'entre nous ont d'autres engagements après cette heure-là. Maître Knops, je vous donne la parole pour que vous continuiez votre intervention. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, avant la pause, on parlait des conditions climatiques, je crois. Bon, le parapluie dont on a parlé, on n'a pas besoin du parapluie aujourd'hui, comme nous l'a dit le procureur. S'agissant des erreurs de procédure qui n'ont pas eu et n'auront pas d'impact sur l'acquittement parce qu'aucune erreur de fait n'a été acceptée comme moyen d'appel. L'accusation, maintenant, on arrive au concept de procès entaché de vice pour avoir une deuxième chance d'organiser un nouveau procès. Donc, sinon, ils n'auraient pas la possibilité de présenter de nouvelles charges. Ils devraient donc présenter les mêmes pièces que celles qui ont déjà été soumises à la Chambre de première instance. C'était donc là mon premier argument, Monsieur le Président, avant la pause. Cette position de l'accusation que souhaiterait voir suivre, que souhaiterait que la Cour suive, est hautement préjudiciable pour un des défendeurs. Nous avons parlé de la justice de la procédure, de l'équité de la procédure, du principe de l'égalité. Et nous avançons que cette approche suivie par l'accusation ne reflète d'aucune manière l'équité ou la justice de la procédure. Tout au contraire. Si, Monsieur le Président, vous examinez la manière dont le procureur a présenter sa mesure correctrice proposée. Vous verrez dans ces écritures, vous verrez vous-même que l'accusation a changé sa position. Il n'est pas possible de le contester. Je vais vous donner 3 exemples de cela. D'abord, dans le mémoire en appel, au paragraphe 366, ils ont, si l'interprète a bien compris, qu'ils demandent, bon, ils envisagent, ils suggèrent comme remède possible un nouveau procès. Ils le disent dans le paragraphe 50 dans leur écriture en réponse à la Chambre d'appel.
le procureur n'a pas explicitement demandé à la chambre d'appel d'ordonner un nouveau procès. Ce n'est que lors de l'audience du 6 février 2020, Monsieur le Président, en discutant d'un sujet totalement différent, ce n'est qu'à ce moment-là que l'accusation a révélé pour la première fois leur ambition de poursuivre les procédures en l'espèce s'il était fait droit à l'appel du procureur. Et le juge président, vous-même, Monsieur le Président, vous souviendrez peut-être que en pressant l'accusation sur ce sujet, l'accusation a essayé d'expliquer sans convaincre d'ailleurs qu'après une déclaration de vice de procédure, l'affaire reviendrait entre les mains du procureur qui déterminerait de la suite à donner. Donc, en introduisant une confusion entre la notion de procès entaché de vice et possibilité de nouveau procès. Paragraphe 33. Enfin, le 30 avril 2020, Monsieur le Président, paragraphe 57 de la réponse de l'accusation aux questions de la Chambre d'appel, de nouveau, la Chambre a demandé au procureur clairement « Qu'est-ce que vous sollicitez? Quel remède sollicitez-vous » Et l'accusation, de nouveau, encore une fois, a parlé de procès entaché de vice, donc déclaration de procès entaché de vice, l'annulation des charges et de nouvelles charges contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé, avec une audience de confirmation des charges avant le nouveau procès. C'est de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. Et c'est ce que l'on entend par procédure juste. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que cela respecte le principe de l'égalité? Il n'y a pas de preuves contre notre client. Monsieur le Président, si vous prenez le paragraphe 57 des réponses de l'accusation aux questions posées par la Chambre, ils disent, pour ce faire, le procureur devrait présenter de nouvelles charges à la confirmation devant la Chambre de première instance, devant la Chambre préliminaire, pardon. Donc, ils vous disent, s'il vous plaît, donnez-nous à l'accusation une nouvelle chance, laissez-nous introduire de nouvelles charges. C'est comme cela que l'accusation essaye de leurrer la Chambre dans ce piège du procès entaché de vice. Et s'agissant de la justice de la procédure, c'est une des questions qui nous a été posée ce matin. Si l'on parle d'équité, si l'on parle de procès orienté vers un résultat, d'une décision rédigée après coup, il suffit de regarder la réponse du procureur avant de parler de justice de la procédure pour les victimes. Il s'agit ici de justice également pour ce défendeur. 9 années après les événements allégués, il doit faire face à un procès entaché de vice. Et si l'on suit la position du procureur, eh bien, ce serait le procureur elle-même qui déciderait de nouvelles charges contre notre client. Et on parle là de l'égalité, de justice dans la procédure. Le statut dit clairement que la Chambre en appel peut ordonner un nouveau procès devant une chambre différente. Et le libellé du statut est très clair. Il ne s'agit pas de nouvelles charges ou de nouveaux éléments de preuve. Il s'agit d'un nouveau procès et non pas d'une nouvelle accusation, de nouvelles poursuites. Voilà la différence.
une déclaration de vice de procédure dans le procès permettrait à l'accusation d'ouvrir de nouvelles charges et ça ouvrirait la boîte de Pandore pour de nouvelles qualifications, de nouvelles charges. Une deuxième chance pour l'accusation, donc. Dans l'événement extraordinaire où cette Chambre ordonnerait un nouveau procès, ce que nous refusons, il faudrait que le procès recommence au niveau du procès, justement, et non pas au niveau préliminaire, contrairement à ce que demande l'accusation et ce que nous avons également affirmé dans nos réponses à la Chambre, paragraphe 49. Dans le statut, heureusement, il n'y a que des pouvoirs limités qui sont accordés à l'accusation à cet égard pour garantir l'égalité des parties. Parce que s'il n'y avait pas cela, ce serait bien une injustice de la procédure. En autorisant le procureur à disposer d'un pouvoir supérieur à celui du défendeur, en empêchant le défendeur de ne plus pouvoir de bénéficier d'une vie sans peur, de voir son nom nettoyé. Enfin, Monsieur le Président, pour conclure mes observations sur la mesure correctrice possible, il y a 2 cas suggérés dans l'accusation et ses écritures. Alors, vous avez le paragraphe 54, R contre SH, et c'est la Chambre d'appel, la Cour d'appel du Royaume-Uni qui a invalider une décision d'un juge suivant lequel un accusé avait, pour un chef d'accusation, il y avait insuffisance de moyens de preuve, mais le jury a acquitté l'accusé du deuxième chef d'accusation à cause des erreurs du juge lorsqu'il a appliqué la norme et du fait des remarques qu'il avait faites au jury. Et là, il a été demandé un procès de nouveau. Mais il y a une différence fondamentale entre cette affaire au Royaume-Uni et l'affaire de M. Blégoudet, parce que dans l'affaire britannique, le juge a exprimé son point de vue contre la couronne et a donc de ce fait très probablement influencé les membres du jury, alors que cela n'a pas du tout été le cas ici. Et puis vous avez au paragraphe 60 l'affaire Illinois contre Somerville aux États-Unis. Dans cette affaire, il s'agissait donc de vices de forme entachant l'acte d'accusation pour lesquels on ne pouvait pas trouver d'autres mesures correctives. Donc, le procès a été considéré comme entaché de vices et le procès a commencé de nouveau. Et même si la Cour suprême avait indiqué que cela allait enfreindre le principe de ne bis non bis in idem, mais la Cour suprême des États-Unis a affirmé que le droit du public à l'équité des procès prévalait sur le principe de non bis in idem. Il faut savoir en fait, mesdames, messieurs les juges, que ce que dit l'accusation n'atteint pas le seuil qui a été établi. Le président, il vous reste 5 minutes, Maître Knops, mais je pense que vous finirez certainement avant. Maître Knops, oui, tout à fait, je finirai avant. Maître Knops, alors, en ce qui concerne M. Blégoudet, nous n'avons pas du tout cette situation, car la norme que vous avez établie, vous, Monsieur le Président, dans l'affaire Routo-Sang, est tout à fait différente de ce qui nous intéresse maintenant. Au paragraphe 193 de votre opinion dans l'affaire Routo-Sang, vous décidez de déclarer que le procès est entaché de vices parce que, et je cite, les prémices de base ne sont pas valables dans ce scénario. Donc cela signifie que le procureur avait pu tout à fait présenter sa thèse en toute latitude pour ce qui était des enquêtes et de la présentation des éléments de preuve
En ce qui concerne M. Blé-Goudet, la procureure a eu toute l'attitude. Il n'y a pas eu d'interférence, il n'y a pas eu d'intimidation, ce qui fait que la supposition de l'affaire Ruto Sang ne se repose pas ici. Donc, il n'y a pas véritablement de marge de manœuvre juridique pour prononcer, dire que le procès était entaché de vices. Et puis, puisque nous parlons de justice procédurale, il est tout à fait manifeste que sous le prétexte d'un soi-disant procès entaché de vices, l'accusation est en train de créer une méthode pour essayer d'éviter l'acquittement pour pouvoir avoir une deuxième chance et pour pouvoir recommencer tout cela en phase préliminaire. À un moment donné, personne ne sait véritablement quand, les actes de l'accusation et les explications fournies par l'accusation au sujet des mesures correctives révèlent que la décision d'acquitter était tout à fait exacte parce que quasiment après une décennie, Monsieur le Président, l'accusation n'est pas en mesure de déclarer si elle peut véritablement présenter des éléments de preuve suffisants pour étayer une déclaration de culpabilité à l'encontre de M. Blé-Goudet et n'est pas non plus en mesure de décider quand est-ce que de nouvelles charges seront prononcées à son encontre. En conséquence, la demande présentée par l'accusation pour que le procès soit déclaré entaché de vices n'est qu'un simple outil pour essayer de rendre inapplicable l'article 20 du statut pour lancer des poursuites ad infinitum contre M. Blé-Goudet. Et je terminerai sur ce que la Cour suprême des États-Unis a dit en 1978 dans l'affaire Arizona contre Washington, à savoir que la clause non bis in idem protège les accusés des procureurs qui essaient d'utiliser la notion de procès entaché de vices comme un outil opportuniste pour éviter un acquittement, ce que nous voulons coûte que coûte éviter, ou en tout cas essayer d'éviter dans cette Cour. Voilà ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas des victimes, il s'agit de sa liberté. Et je pense que nous devons appliquer la justice procédurale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup, Maître Knops. Donc, nous avons fini d'entendre les interventions au sujet des mesures correctives et nous allons donc maintenant vous poser les questions des juges pour que les parties et participants puissent y répondre. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait encore des questions qui seront posées encore au sujet du premier et du second moyen d'appel, ainsi qu'au sujet des mesures correctives. Donc peut-être que vous aurez encore des questions sur le premier et le second moyen d'appel. Madame la juge Ibáñez souhaite intervenir. Madame la juge Ibáñez, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Alors, pour ce qui est du second moyen d'appel, et je pense au caractère suffisant des éléments de preuve et des modes d'évaluation des éléments de preuve. Alors, pour que tout soit clair, c'est une question que j'adresse au bureau du procureur. Que pensez-vous exactement ce que devraient analyser les juges lorsqu'ils considèrent le caractère suffisant des éléments de preuve après la présentation des moyens à charge, comme dans la procédure qui nous occupe maintenant? Et quelles sont les conclusions raisonnables de ce type d'évaluation et quelle est l'importance et la pertinence de ces éléments de preuve dans le contexte d'une affaire extrêmement complexe telle que celle qui nous intéresse en ce moment. Et je pense notamment qu'il va falloir déterminer des aspects complexes tels que le plan commun, la politique et les mesures.
Le président, je donne la parole à l'accusation. Madame Naharayan, je vous remercie, Madame la juge Ibanez. Alors, pour ce qui est de votre première question, à savoir quel est le rôle et comment est-ce que nous analysons le caractère suffisant des éléments de preuve, notamment en l'espèce. En règle générale, je reviens à l'examen prima facie qui est nécessaire lorsqu'il y a procédure pour insuffisance de moyens à charge. Donc, la Chambre n'a peut-être pas besoin de procéder à l'évaluation complète qui a été celle du juge Anderson dans son raisonnement. La question nous ramène à la norme exacte et aux questions de crédibilité et de fiabilité qui sont certes analysées, mais seulement dans la mesure où l'on considère que la thèse de l'accusation s'est complètement effondrée. Parce que seulement dans ce cas-là, sinon il y a un problème de préjugement. Alors pour ce qui est de votre question sur les conclusions et les déductions, et je pense que cela est particulièrement pertinent, nous savons qu'il y a beaucoup d'affaires dans cette cour qui sont des affaires, comme vous l'avez dit, extrêmement complexes et les éléments de preuve directs ne sont pas seulement utilisés, il y a des éléments de preuve indirects également. Alors, au niveau de cette procédure, nous en avons parlé, mais nous sommes d'avis qu'il faut évaluer cela de la même façon et que les mêmes principes doivent être utilisés comme nous le faisons pour n'importe quelle procédure, insuffisance de moyens à charge, décision numéro 5. Alors, quel est le rôle des déductions et des conclusions? Alors, lorsque vous avez une chambre qui doit statuer sur ce type de requête, elle a le droit de voir si des déductions peuvent être dégagées pour voir si l'affaire doit être poursuivie. Mais elle ne doit pas dégager ses conclusions parce que sinon, c'est un peu comme la question de la culpabilité. Donc, nous opérons la même distinction pour les affaires indirectes. Donc, il y a deux circonstances lorsque vous avez une affaire indirecte où alors la culpabilité est une déduction, il faut que ce soit une déduction réaliste et impérieuse, mais voilà la valeur maximale que nous lui accorderons. Et l'affaire doit être poursuivie lorsque vous avez l'innocence et la culpabilité qui sont sur pied d'égalité. Et là, bien entendu, on ne doit pas faire droit à la requête et l'affaire doit continuer à être entendue. Alors, vous avez indiqué qu'il y avait certaines affaires très complexes et évidemment qu'il faut faire preuve de grande circonspection lorsque nous avons une affaire complexe telle que la nôtre, mais il ne faut pas qu'elle soit interrompue à tort et brusquement parce que et surtout au niveau de lorsqu'il y a requête pour insuffisance moyens à charge. Et Monsieur le juge Shahabuddin, dans son opinion individuelle dans l'affaire Yelisic, et je pense que c'est le paragraphe 17 de son opinion individuelle, il dit que lorsque la norme de la preuve est mal appliquée, cela a une incidence négative sur l'ensemble des éléments de preuve, ce qui est le cas ici, parce qu'il y a des témoins qui n'ont pas été considérés, en dépit du fait qu'ils avaient fait preuve de légère incohérence, qu'ils avaient témoigné alors qu'ils étaient encore traumatisés. Et dans ce cas de figure, c'est possible de se reposer sur ce qu'ont dit ces témoins. Nous savons que les victimes de violences sexuelles, par exemple, ont vu leurs éléments de preuve complètement mis de côté, tout simplement parce que pour les victimes de violences sexuelles, le critère était beaucoup plus élevé. Et pour ce qui est de la corroboration également, en général, la corroboration, c'est du bon sens et cela doit être compris avec souplesse. Mais le juge Anderson a été beaucoup plus strict que cela, par trop strict, et cela a une incidence sur l'ensemble des éléments de preuve. Et le résultat, c'est que il avait été mis un terme à cette affaire de façon tout à fait inéquitable. Le président. Madame Narayanan, je vous écoutais et en fait, cela m'a rappelé la question qui avait été posée par Monsieur le juge Hofmanski. Et voici ce que j'aimerais vous demander.
C'est une question de suivi en quelque sorte. Dans quelle mesure est-ce que l'accusation devrait véritablement être circonspecte pour ce qui est de la norme de preuve au-delà de tout doute raisonnable lorsque nous nous trouvons donc face à une requête pour insuffisance de moyens à charge, si d'aucuns considèrent que la norme de la preuve au-delà de tout doute raisonnable est un fardeau qui pèse sur les épaules de l'accusation, et cela depuis le début d'une affaire. Et c'est quelque chose qui reste constant pendant tout le procès. Si à la fin de la présentation des moyens à charge, l'accusation n'a pas pris en considération cette norme qui doit être appliquée, dans quelles circonstances est-ce qu'elle devrait, ou dans quelles circonstances elle saura, avec une certaine confiance, que la situation se sera améliorée pendant la présentation des moyens à décharge. Donc, et là, le procureur ou la procureure appliquera cela pendant la présentation des moyens à décharge. Merci. Pour ce qui est du fardeau de la preuve pour l'accusation, naturellement, nous en sommes tout à fait d'accord. Nous savons que ce fardeau repose sur nos épaules et que, effectivement, nous aurions pu apporter davantage d'éléments de preuve. Mais si c'est ça votre question, nous ne sommes pas sûrs que cette affaire a été entendue de la manière appropriée. Et c'est là-dessus que porte notre appel. Pour le reste, nous acceptons naturellement la charge de la preuve. Si ce qui vous préoccupe, c'est que l'affaire n'a pas été entendue de la manière appropriée, ceci affecte également les arguments de la défense, ou alors je vous ai mal compris. Madame Narayanan, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris votre question. Toutes mes excuses si ça n'est pas le cas. Même si ce procès s'était poursuivi et si la défense avait été entendue de la même façon, alors effectivement, cette préoccupation serait demeurée. Mais je voudrais faire la distinction entre les deux choses. Le fardeau de la preuve, cela repose sur les épaules du procureur. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est tout à fait clair, il n'y a pas de doute là-dessus. La question, et je reviens à nos discussions d'hier, la justice de la procédure et l'accusation tient tout autant que la défense à la justice de la procédure. Et d'ailleurs, cela renforce la confiance vis-à-vis de la Cour. C'est de là que vient ou que doit venir cette confiance. Le Président, ce que je voulais dire, c'est lorsque vous dites que votre difficulté, c'est que l'affaire n'a pas été entendue de la manière appropriée. Est-ce que c'est parce que l'affaire a été interrompue au stade de la requête en insuffisance de moyens à charge, ou bien est-ce que c'est une remarque d'une manière générale? Je pense que cela modifie la nature de l'appel. Vous voyez la difficulté que je soulève ici? Madame Narayanan, il ne s'agit pas de l'affaire en tant que telle, je le répète. La question est la manière dont ces procédures en insuffisance de moyens à charge ont été menées, sans normes, sans standards. Et c'est ça le problème, Monsieur le Président. Le Président, merci pour cet éclaircissement. Une question à l'adresse de Madame Brady sur cette question.
Oui, je reviendrai à vous tout à l'heure. Madame Brady, je m'adresse à vous. Dans vos écritures, en ce qui concerne le critère de matérialité, d'importance des éléments, vous déclarez que la Chambre ne serait peut-être pas arrivée à la même conclusion s'il n'y avait pas eu d'erreur. Ou est-ce que vous dites que vous n'êtes pas sûr que la même conclusion aurait été tirée s'il n'y avait pas d'erreur? Enfin, la question que je vous pose est la suivante. Ce critère, est-ce qu'il s'applique, dans le vide, c'est-à-dire quelle que soit l'entièreté de la procédure? Est-ce que la Chambre d'appel doit se poser ces deux questions lorsqu'elle procédera à son évaluation? Le fait qu'il y a eu un procès, comme vous l'avez dit à juste titre, les juges, naturellement, tout au long du procès, procèdent à une évaluation, à une réévaluation des éléments de preuve présentés, des témoignages, etc. C'est tout à fait logique. Alors, ce critère de matérialité, pour utiliser un terme anglais, est-ce qu'il s'appliquerait malgré tout? Thank you, Your Honor. Madame Brady, nous avons défendu cet impact de deux manières. Nous avons fait référence à l'opinion séparée dans Bemba et puis le fait que la conclusion aurait pu être différente. Il y a donc les prescriptions de l'article 74 et nous estimons que les erreurs commises ont entaché la décision, ont influencé de manière importante la décision. Et ces erreurs sont telles qu'elles ne sauraient conduire à une décision juste et crédible. Ça, c'est ce que je dis dès le départ. Nous devons avoir une procédure juste pour pouvoir arriver à une justice substantielle. Je l'ai dit déjà dans ma réponse à la question numéro 9 de la Chambre d'appel. Nous ne pouvons pas arriver à un résultat fiable à ce stade de la procédure parce qu'on ne peut pas avoir une justice substantielle s'il y a une procédure déficiente. Et si l'on ne peut pas arriver à une justice de la procédure à ce stade, on ne peut pas l'obtenir non plus à l'issue de toute la procédure parce qu'il y a déjà eu interférence, il y a déjà eu influence du point de vue de la Chambre. Vous avez dit que de toute façon, il fallait arriver à une justice substantielle et que si l'on poursuivait le procès, ce serait peut-être le cas. Nous pensons que, et comme l'un des juges l'a indiqué, même si nous prenions toute une série de modes de responsabilité,
il est essentiel que nous puissions arriver à ce nouveau procès. Pourquoi? Quelle sera l'ampleur de ce nouveau procès? Bon, je vais peut-être un peu trop vite. Je voulais réagir aux commentaires de M. Blégoudet, c'est-à-dire que nous allons introduire toutes ces charges nouvelles. Non, l'accusation, au contraire, va restreindre le nombre de charges à celles qui pourraient donner lieu à une condamnation effective. Le président. Nous reviendrons à la réponse de M. Blégoudet ultérieurement. Je vais redonner la parole au juge Ibanez. Merci. Pour ce qui est du caractère suffisant des éléments de preuve et du rôle des déductions, la majorité n'aurait pas tiré des déductions suffisantes des éléments de preuve disponibles dans leur totalité, paragraphe 162, paragraphe 170, 172, 238, 245 de l'appel. La question que je pose est la suivante. Est-il possible en droit de rejeter ce type d'éléments de preuve à mi-parcours et avec la norme de l'insuffisance en moyenne de preuve qui examine les preuves à leur niveau le plus élevé? Est-ce que l'on doit inclure ces éléments de preuve? C'est une question que je pose. Une autre question. Est-ce que ces déductions, c'est la même chose que des preuves tirées par déduction? Et est-ce que l'on peut prendre une décision à cet égard à mi-parcours, c'est-à-dire au stade, par exemple, de la requête en insuffisance de moyens à charge? Merci. Madame Narayanan. Je crois que cette question s'adresse à moi. Est-il possible en droit de rejeter des éléments de preuve par déduction? Non, non, Monsieur le Président, on ne peut pas le faire à ce stade de requête en insuffisance de moyens à charge. À ce stade, on doit seulement déterminer s'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour que le procès se poursuive. Si l'on devait rejeter ce type de preuve à ce stade, non, on ne peut utiliser ces éléments de preuve qu'au moment où il s'agit de déterminer la culpabilité. S'agissant de votre deuxième question, la différence entre ces déductions et ces preuves par déduction. Oui, à notre avis, il y a une différence entre ces deux éléments. Les déductions, c'est à quoi va conduire tel ou tel élément de preuve. On peut mettre les points sur les i et voir où tel élément nous conduit. Mais tout cela doit être pris en compte au moment où on détermine la culpabilité. Il n'est pas approprié de s'appuyer sur ces éléments à mi-parcours. Madame le juge Ibanez, une question que j'adresse également au bureau du procureur dans le contexte des différents modes de responsabilité en cette affaire et de l'incapacité alléguée de la majorité à tirer des déductions en ce qui concerne la participation de M. Gbagbo. Paragraphe 201, 202, 213 du mémoire en appel, je voudrais savoir la chose suivante. Est-ce que la norme de la preuve applicable à une requête en insuffisance de moyens à charge est en droit incompatible avec des éléments de preuve par des déductions de criminalité de masse complexe, autrement que vis-à-vis de la personne qui n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette. Petit b. Est-ce que vous pourriez préciser dans quelle mesure ces éléments de déduction sont essentiels pour déterminer le mode de responsabilité? Madame Narayanan, merci, Madame la juge.
Alors pour ce qui est donc des modes de responsabilité, et s'il faut prendre cela de façon différente lorsqu'il y a ce genre de procédure, je dirais non, non, parce que le critère pourrait être condamné, pourrait être appliqué, non pas seulement à la personne qui a tiré en quelque sorte, mais les tribunaux ad hoc ont traiter cela dans une procédure telle que la nôtre. Mais ce qui est beaucoup plus important à notre avis, c'est ce que fait la Chambre pendant cette procédure. C'est un examen donc à mi-parcours qui est fait par la Chambre. Alors bien sûr que se pose une autre question. Est-ce que nous devons trouver tous les modes de responsabilité à mi-parcours? Non. Vous pourriez peut-être, comment pourrais-je m'exprimer, le mode de responsabilité le plus facile, s'il y a des éléments de preuve, l'affaire est poursuivie. Et cela figure dans la décision numéro 5 dans l'affaire Routosang. Madame la juge Ibanez, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser. Le juge président, merci beaucoup, Madame la juge Ibanez. Alors, je ne sais pas si les juges ont d'autres questions à poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des juges? Cela ne semble pas être le cas. Et si tel n'est pas le cas, nous allons maintenant avoir ou entendre les dernières observations des parties. Et nous accordons un quart d'heure à chaque partie pour leurs observations finales. Et nous allons donc commencer par l'accusation. Vous avez un quart d'heure, ce qui nous amènera jusqu'à la pause, me semble-t-il. Madame Brady? Madame Brady, merci, Monsieur le Président. Je commencerai par présenter deux éléments succincts en réponse aux observations de la défense et ensuite je présenterai mes remarques de clôture. Premièrement, la défense a dit que notre appel, le premier et le second moyen d'appel, conteste l'intégrité des juges ou allègue leur parti pris. Et cela, nous le réfutons. Alors certes, bien sûr qu'il existe une présomption d'intégrité, d'impartialité des juges. Et certes, la majorité a entendu la thèse de l'accusation pendant 2 ans. Et le 15 janvier, lorsque elle a rendu sa décision orale, la majorité a déclaré qu'elle avait analysé méticuleusement les éléments de preuve et considéré tous les arguments des parties. Et oui, au paragraphe 1er de son opinion, le juge Tarfusser indique effectivement qu'il adhère aux constatations factuelles et conclusions juridiques que l'on trouve dans les raisons du juge Anderson. Le juge président, les interprètes vous demandent de parler un peu moins vite, Madame Brady. Madame Brady, je présente toutes mes excuses aux interprètes et je vais essayer de ralentir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne contestons absolument pas l'intégrité ou l'impartialité des juges, ou nous ne mettons pas en cause leur bonne foi. Il est absolument évident que les juges sont d'avis que ce qu'ils ont fait était suffisant aux fins de la décision qu'ils ont rendue, décision d'acquittement le 15 janvier. Mais si l'on analyse objectivement le statut, cela n'est pas le cas. Et c'est ça l'erreur que nous soulevons par le premier moyen d'appel. Je vous avais dit que toutes ces erreurs convergent vers une seule et même direction. Je vous l'ai dit, à savoir que la majorité n'avait pas une décision entièrement raisonnée, comme ils sont dans l'obligation de le faire en application du paragraphe 5 de l'article 74, avant de prononcer leur acquittement le 15 janvier. De même, je suis absolument sûre que les juges pensaient qu'ils étaient suffisamment en accord pour former une majorité. Mais
si l'on s'intéresse et que l'on analyse d'un peu plus près la question, comme l'a démontré ce matin Madame Narayanan, vous vous rendez compte que cela n'était pas le cas. Il s'agit tout simplement d'erreurs. C'est aussi simple que cela. Ce sont des erreurs, c'est tout. Mais ce sont des erreurs qui sont si fondamentales que, soit prises individuellement, soit prises ensemble, elles doivent aboutir à ce que soit infirmée la décision. L'argument de la défense transforme toutes les erreurs commises par l'accusation ou une partie contre une décision de la Chambre de première instance en un défi potentiel et une façon de contester l'intégrité ou l'impartialité des juges. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Deuxièmement, je voulais vous dire que hier, M. Blégoudet a fait valoir que notre argument relatif aux répercussions, à l'impact, ne reposait que sur le fait que la Chambre d'appel devait adopter une norme plus faible pour le critère impact-répercussion et que de toute façon, cela n'était pas assez précis. Mais c'est inexact, comme je viens de le dire en répondant à la question de Monsieur le juge Eboe Osuji. Alors, nous avons fait valoir l'impact des répercussions, les répercussions des erreurs de deux façons. Premièrement, pour ce qui est de la norme plus faible de Monsieur le juge Eboe Osuji dans l'affaire Pemba. Et deuxièmement, si on peut appliquer la norme classique aurait été sensiblement différente. Mais si, pour parler simplement, les violations de la majorité des prescriptions de l'article 74 et les erreurs commises eu égard à la norme de la preuve ont tant entaché leur processus de prise de décision que cela a détruit la fiabilité de leurs décisions. Et pour être plus précise, une décision qui n'était pas entièrement motivée, entièrement informée et où les deux juges de la majorité n'avaient pas de normes claires, n'avaient pas une norme claire commune leur permettant d'évaluer les éléments de preuve. Et cela ne peut pas aboutir à une décision juste. Ça ne peut pas être considéré, absolument pas être considéré comme un résultat valable juridique. Et puis pour conclure, et ce matin, nous avons entendu M. Blégoudet. Nous réfutons catégoriquement le fait que nous essayons de faire en sorte que le procès soit entaché de vices et que c'est une façon déguisée pour attirer la Chambre d'appel dans cette direction pour que nous puissions présenter de nouvelles charges. Et je souhaiterais que cela soit versé au dossier. Nous réfutons cela. Ce n'est pas exact. Lorsque nous avons dit au paragraphe 57 des Écritures qu'il y allait avoir de nouvelles charges, nous ne parlions pas de nouvelles charges qui allaient tomber du ciel comme cela. Le fait est que si vous déclarez que le procès est entaché de tiges, les charges vont être annulées, donc il faut repasser par ce processus des charges. Et comme nous l'avons déjà dit, et nous l'avons dit de façon véhémente d'ailleurs dans nos Écritures, et j'en veux pour preuve le paragraphe 50 de nos Écritures, et nous disons que la procureure pourrait être diminuer les charges. Et je peux vous dire aujourd'hui que cela se ferait sur la base des faits et des circonstances, des charges qui ont été trouvées par Madame la juge Herrera Carbuccia. Et on pourrait peut-être même encore diminuer les charges. Donc, nous ne sommes pas en train d'essayer d'avoir des charges supplémentaires. Nous nous reposerons sur les faits et les circonstances qui sous-tendent les charges. Et cela a été une des conclusions de Madame la juge Herrera Carbuccia. Et si vous avez quelques doutes que ce soit à ce sujet, si vous faites droit à notre demande, vous pourrez indiquer de façon très, très claire
vous pourrez parler très clairement de la portée d'un nouveau procès et bien entendu que nous respecterons votre orientation et ce que vous nous demanderez et nous respecterons tout ce que vous nous direz au sujet de nouvelles preuves dans un nouveau procès. Nous ne sommes pas en train de vous dire bon, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura absolument pas de nouvelles charges, mais il serait tout à fait juste d'adopter une norme en vertu de laquelle il s'agira de charges qui ont été trouvées par l'accusation en bonne et due forme. Donc, si vous faites droit à notre demande de mesures correctives et que nous avons un procès de novo, nous allons diminuer la portée des charges et nous respecterons les orientations qui nous seront données. Et c'est vraiment la raison pour laquelle la procureure attend l'arrêt de la Chambre d'appel, parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourra prendre sa décision au niveau de la portée des charges qui seront présentées. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs les juges. Mais je voudrais faire quelques observations pour mettre un terme à mon intervention, puisque je pense que c'est la dernière possibilité qui me sera donnée de vous adresser la parole. Je dirais que toutes les affaires qui sont entendues par cette Cour sont importantes, et celle-ci l'a été particulièrement, parce qu'il s'agissait du jugement relatif à la responsabilité pénale d'un ancien chef d'État et de son ministre de la Jeunesse, du fait de cette vague de violence déchaînée contre les victimes, y compris les plusieurs centaines de personnes qui ont souffert suite aux événements qui sont reprochés dans cette affaire. Et lorsque l'on examine les éléments de preuve à la phase de la requête insuffisance des moyens à charge, il faut que la Chambre puisse mener à bien une évaluation méticuleuse en appliquant une norme de la preuve claire, prévisible et partagée par les juges, par tous les juges, et qui respecte les prescriptions obligatoires pour la prise de décision conformément au statut. Les victimes et les communautés touchées en Côte d'Ivoire méritent au moins cela. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'analyse des erreurs de la majorité révèle une majorité profondément fracturée, unie pour ce qui est du résultat final, mais tout à fait, absolument pas à même de se mettre d'accord sur des questions de base telles que la norme de la preuve et le résultat final. Une majorité donc qui a abordé le processus juridictionnel, qui a rendu une décision d'acquittement en janvier 2019 et qui a changé radicalement d'ailleurs l'article 74.5 en le faisant, en tout cas son interprétation. Et puis 6 mois plus tard, nous avons obtenu ce qui semblait plutôt être une justification ex post facto de leur décision, de la décision qu'ils avaient prise un peu plus tôt, avec une explication de la façon dont ils étaient parvenus à cette décision. La majorité a eu des approches défectueuses par rapport à la preuve pour consolider, tout cela pour consolider la décision qu'ils avaient rendue plus tôt. Alors, cela ne devrait pas être le résultat que les victimes et les communautés touchées devraient recevoir de cette Cour. Il s'agit d'irrégularités fondamentales, de défauts fondamentaux qui ne devraient pas être approuvés par cette Chambre d'appel. Et cela ne devrait pas non plus constituer l'héritage de cette Cour en l'espèce. Ces déficiences fondamentales ont empêché entravé en quelque sorte la capacité de la majorité à donner un résultat fiable et juste et devrait vous indiquer qu'il faudrait plutôt annuler les acquittements. Et nous vous demandons donc de bien vouloir déclarer que ce procès était entaché de vices. Nous vous demandons d'annuler les charges sans préjudice, de renvoyer l'affaire à la procureure pour qu'elle puisse prendre une décision au sujet du nouveau procès et de sa portée. Et ainsi, peut-être que, enfin, justice sera rendue. Je vous remercie. Le président, je vous remercie beaucoup, Madame Brady. Nous allons donc maintenant faire une pause d'une demi-heure
Et nous nous retrouverons donc pour la dernière partie de cette audience.